Bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Joëlle Milquet. Bonjour. Bonjour. Alors, députée bruxelloise CDH, mais aussi conseillère spéciale auprès du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Et on va largement parler de cela, puisque vous occupez d'aide aux victimes d'attentats. Mais tout d'abord, je voudrais revenir avec vous sur le bilan des communales, parce que vous ne serez plus conseillère communale dans quelques jours, dans quelques semaines plutôt. Ben, c'est normal, puisque vous n'êtes pas représenté aux élections communales. Et le CDH, à Bruxelles, a perdu 5 sièges à la ville de Bruxelles. Votre absence a coûté cher, Joëlle Milquet, au CDH. C'est aussi votre conclusion. C'est un peu le prix aussi, à un moment, d'oser lancer une nouvelle génération. Donc moi, je ne me suis pas présentée parce que je pense que c'était bien d'avoir et de s'appliquer à soi-même le mandat unique en disant, voilà, moi je m'investis à fond au niveau fédéral ou au niveau européen. Mais donc, je laisse une nouvelle génération monter au niveau de la ville de Bruxelles. C'est ce que tout le monde, en tout cas, demande que l'on fasse. Alors évidemment, quand on le fait, on met un successeur qui est évidemment moins connu, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui a beaucoup de qualités, Didier Waters. Et évidemment, on perd toutes les voix que je faisais. Donc on savait qu'on allait perdre globalement 50% de nos voix, ce qui fut le cas. Mais on reste quand même, au niveau de la ville de Bruxelles, à 2 sièges au-dessus des filles. Et on est bien avant eux, alors que l'on pensait qu'ils allaient doubler leur score. Donc c'est aussi le prix. Quand on demande du renouvellement en politique, et je parle ici au niveau purement local, il faut savoir que, et c'est ce que l'on a fait à Forêt, c'est ce que l'on a fait à Kuckelberg, on doit lancer des nouvelles personnalités. C'est le prix à payer, c'est ça que vous voulez bien dire. Évidemment, elles sont moins connues, donc elles font moins de voix, mais c'est aussi un essaimage pour l'avenir, et c'est ce que nous avons fait dans énormément de communes. Et nous avons, et je m'en réjouis, toute une nouvelle génération de trentenaires ou de jeunes même qui sont moins âgés ou juste un peu, plus qui prennent les rênes. Véronique Lefranc à Kuckelberg, Laurent Haken par exemple. Mais c'est quand même un peu dangereux parce que, ok, vous avez un bourgmestre en plus, un peu par le hasard, mais vous avez quand même près de 20 sièges de conseils communaux en moins. Donc du coup, vous êtes moins fort dans les majorités communales. Alors, c'est clair que mon absence, sur ce scrutin, c'est aussi ressenti. Mais regardez, on a un nouveau bourgmestre. Vous savez qu'en termes de bourgmestre, on est le deuxième parti qui avons le plus de bourgmestres. On en a 4, bien avant Défi, MR et Écolo. Et on a Vincent Compagnie, qui est quand même une belle image de la diversité au niveau de gain de choses. Alors, est-ce que pour autant on ne doit pas tirer les leçons des sièges perdus? Bien évidemment. Moi, je suis plus présidente du CDH, donc je m'exprime en interne sur les recommandations. J'en ai déjà faites et donc j'aimerais bien qu'elles puissent être entendues et partagées. Mais je crois qu'on a 6 mois devant nous avec toute une nouvelle génération et avec un programme, avec des convictions. Et on aura aussi d'autres types de compositions au niveau des listes à partir des régionales qui seront aussi des élections fédérales et aussi des élections européennes avec différentes personnalités. Justement, parlons-en pour 2019. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire? Je vous propose trois solutions. Que ferez-vous en 2019? Ça veut dire que ferez-vous au moment des élections en 2019? 1. J'arrête comme Onkelings. 2. Je continue comme Minguin. Ou 3. Je maintiens le suspense comme Di Rupo. Bon, d'abord, je suis plus jeune et que Laurette et que Maguin. Quelle est votre réponse? Donc moi, je suis de toute façon une femme engagée, donc quoi qu'il arrive, mes investissements, ils se font pour des causes collectives. Je ne vais pas... Donc je suis tout à fait prête à continuer mes engagements politiques, mais c'est un choix du parti au niveau législatif national ou européen. Donc vous mettez au service du parti? Oui, mais comme je suis tout à fait prête à continuer un investissement, par exemple, comme je le fais maintenant, à titre complètement gratuit, je précise, où je travaille énormément au niveau des 28 membres pour Jean-Claude Juncker en matière d'investissement pour les victimes de terrorisme. Donc moi, du moment que je travaille pour une cause collective, que ce soit dans un titre électif ou pas, je suis passionnée. Mais je suis évidemment tout à fait prête à le faire au niveau des élections nationales ou européennes. Mais c'est un choix. Et vous avez une préférence? Comme je peux le faire à un autre titre, moi je suis au service de la société quoi qu'il arrive. D'accord. En fait. On avait dit à un moment donné que vous aviez une préférence pour l'Europe, par exemple. Est-ce que c'est vrai? Je trouve simplement que les enjeux européens sont majeurs. Qu'on est dans une crise du populisme, même de l'identité européenne, même de l'avenir de l'Europe. On voit que tous les enjeux climatiques, de migration, économiques, tous les enjeux, que ce soit l'intelligence artificielle, se traitent, et notre place dans le monde, entre la Chine et les États-Unis, se traite au niveau européen.
c'est vrai que j'y travaille maintenant comme ça vous plairait, de manière bénévole depuis un an et demi. Je trouve que c'est passionnant, mais je suis toujours bien passionné par l'État belge par ailleurs. Donc moi, du moment que c'est des causes collectives, je suis toujours prête. Okay. Alors parlons justement de ce job de ce job bénévole de conseillère spéciale auprès de Jean-Claude Juncker. Donc il s'agit de remettre un rapport en février 2019 sur l'aide aux victimes au niveau européen. Mais évidemment, c'est l'occasion de regarder un peu ce qui se passe en Belgique. Et vous étiez à la Chambre pour en parler hier. Alors, est-ce que la Belgique a un bon bulletin en matière d'aide aux victimes ? Mais comme je me suis exprimé hier, je ne suis pas du tout dans une logique majorité-opposition. Moi, je dois bien avouer que quand j'ai rencontré les victimes, il y a plus d'1 an, la première fois, je devais les rencontrer 1 heure ou 2, je suis restée la journée, j'ai été gênée. Personnellement, franchement, j'ai été bouleversée d'entendre la manière dont, au fond, on avait raté une série de choses en matière de prise en charge immédiate, en matière de personnes de référence, en matière de reconnaissance, etc., en matière même d'adaptation législative. Alors, entre-temps, des choses ont évolué. On a augmenté des plafonds d'aide d'urgence, on a augmenté des plafonds d'aide. Il y a des éléments positifs qui se retrouvent dans les projets, mais fondamentalement, on est encore bien en deçà de ce que l'on doit faire. On n'est pas cohérent ni coordonné parce qu'on a les communautés qui sont compétentes, l'État fédéral. Donc moi je demande qu'on ait une agence interfédérale de l'aide aux victimes qui doit devenir une vraie priorité, où tous les niveaux de pouvoir travaillent ensemble, que l'on puisse avoir en fait une logique de réparation de tous les préjudices. Vous savez que jusqu'à présent, et c'est encore hélas le cas dans les projets de loi déposés, en fait c'est juste une aide, une sorte d'assistance pour des personnes qui ont tout perdu au niveau non seulement physique, mais au niveau de leur emploi, qui ont un dommage éternel, dramatique dans leur vie, et on ne fait qu'une aide au maximum de 125 000 €, ce qui est déjà largement épuisé pour la majorité des victimes. Moi, je demande que l'on ait une logique de réparation complète de tous les dommages psychologiques, corporels, matériels, économiques, d'aide à l'enfant, d'aide à la famille, etc., comme ça se fait en France. Et que, alors, l'État, après, se retourne vers les assurances, se retourne vers l'auteur, mais que les victimes se sentent non seulement soutenues tout de suite, n'aient qu'un seul point de contact, soient complètement indemnisées comme en France, et surtout, aient une personne de référence qui est là dès le début, avec les proches, avec elle-même, qui fasse les démarches. On a des victimes qui se retrouvent avec une série de niveaux de pouvoir, de services administratifs, à qui on a demandé de faire je ne sais combien de fois les mêmes expertises, pas toujours dans des conditions d'accueil et de dignité toujours bien acceptables, ça dépend un peu des personnes. Et donc, on doit vraiment repenser complètement notre politique pour regarder les yeux de la victime en disant ce dont elle a besoin. C'est un seul point de contact, une personne de référence, une indemnisation complète et surtout des services spécialisés qui la prennent en charge aussi sur l'aspect traumatique, psychologique, et on manque d'expertise en la matière parce qu'on n'a pas une culture dans notre pays d'attentats comme la France, comme l'Espagne ont pu la déployer. Donc on a aussi beaucoup à prendre des exemples étrangers et ça fait l'objet des recommandations que je fais. Que vous ferez donc en février au niveau européen aussi. Mais je voudrais revenir sur ce point, sur la bureaucratie en Belgique par exemple. Toutes ces entités qui chacune demande quelque chose, qui quelque part se font concurrence l'une l'autre en la matière. Comment est-ce qu'on peut arriver vraiment à coordonner? Parce que vous parlez d'une agence interfédérale, vous avez aussi parlé d'un secrétaire d'État ou d'un ministre qui pourrait coordonner l'ensemble. Est-ce que c'est vraiment possible dans la Belgique d'aujourd'hui? Bien sûr, c'est une question de volonté politique. Je vous donne un exemple. Ce qu'il aurait fallu tout de suite, le lendemain des attentats, c'est de nommer d'abord un responsable coordinateur au niveau du gouvernement fédéral pour l'ensemble des services. Ça n'a pas été fait. Dégager des moyens tout de suite, ça n'a pas été fait. Faire une loi d'urgence qui répare tout, ça n'a pas été fait. Et on fait attendre les victimes au gré de nos évolutions législatives. Alors, vous avez, rien que maintenant, le ministre de la Justice qui est compétent pour l'aide de la Commission d'aide financière. Vous avez Madame De Blok qui est compétente pour les soins de santé. Vous avez le ministre des Pensions qui est compétent pour la pension donnée aux victimes. Mais chaque fois que vous donnez de l'argent, il faut le diminuer de l'argent qu'un autre pourrait donner. C'est incompréhensible, c'est horriblement compliqué. Et donc, moi, ce que je demande, c'est déjà que pour rien que l'indemnisation, on ait une seule commission, la commission existante, mais que l'on dote d'un personnel avec des référents compétents.
embêtant. Et puis dans cette même agence, mais vous devez avoir alors aussi l'aide d'urgence qui est liée au parquet, au service de secours, quand vous avez une urgence, que tout de suite la prise en charge de la victime ait lieu à ce moment-là, l'identification, les proches, l'information, etc. Vous devez avoir un centre d'expertise qui organise la formation des professionnels, de la police, de la justice, des professionnels, qui puissent aussi se spécialiser en choc post-traumatique. Vous devez avoir l'association des communautés qui en fait sont responsables de l'aide aux victimes, mais vous avez par ailleurs le fédéral qui est responsable sur l'indemnisation et sur la police et la justice. C'est tellement compliqué. C'est pour ça qu'il faut les ramasser dans un seul lieu. Vous allez les ramasser en une seule agence, je comprends bien, mais les difficultés resteront, elles resteront pour la structure. Non. Peut-être pas pour les victimes, mais pour la structure. Oui, mais au moins la victime, elle a, comme Kissinger le demandait de l'Europe, quel numéro de téléphone, voilà. Elle a un numéro de téléphone, elle aura une seule entité décentralisée, mais où tout est traité. Et à partir de là, l'indemnisation, la prise en charge, un seul interlocuteur, etc. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut. Alors, quand on parle de ce fonds d'urgence, que vous parlez de cette indemnisation complète, comment est-ce qu'on peut financer ce fonds-là? Parce qu'aujourd'hui, l'État se plaint de ne pas avoir assez de moyens. Est-ce qu'on doit le financer de manière spécifique? Alors, d'abord, ça me fait rire de dire un État se plaint de ne pas avoir de moyens. D'abord, un État, il choisit ses priorités. Qu'est-ce que c'était de mettre 5 millions tout de suite pour réparer rapidement les traumatismes et les dommages et aider notamment les victimes? C'est une question de choix politique qui n'a pas été pesée à ce moment-là et je ne comprends toujours pas pourquoi ni comment. Donc c'est d'abord un choix politique. 2, regardez ce qu'a fait la France ou même d'autres pays comme l'Allemagne. Vous pouvez très bien aller chercher les ressources ailleurs. Vous pouvez même, par exemple, vous pouvez très bien les mettre budgétairement, vous le décidez avec de l'argent public. Mais la France, elle indemnise complètement ses victimes d'actes de terrorisme, mais elle prélève uniquement 5 € par contrat d'assurance. En Belgique, vous pouvez faire ça avec uniquement en prélevant 1 € par contrat d'assurance. C'est rien, mais c'est sur une masse énorme qui vous ramène de l'argent, en fait, que l'État ne dégage pas. Vous pouvez très bien prendre un pourcentage. Maintenant que les communes et tous les Bruxellois le savent, ont des capacités d'amende administrative sur le stationnement. Vous avez des amendes de 100 €, 50 €. Vous prenez 2 € que vous demandez de rétribuer pour les victimes à Bruxelles et dans tout le pays. Donc il y a moyen de trouver vous voyez du les moyens que vous pouvez avoir. Tout ça pour aider des victimes qui ont été victimes parce qu'on visait l'État, qui n'en sont pas du tout responsables, qui sont traumatisés. Donc à un moment, c'est une question de choix politique. J'ai toujours le sentiment que en matière de sécurité, on met l'accent, et c'est nécessaire, sur la sécurité, la police, etc. Et il le faut. On oublie toujours l'autre interlocuteur qui est la victime, qui reçoit un peu les miettes en termes budgétaires parfois. Et je trouve qu'ici, on a une double dette à leur égard, parce que non seulement ils ont été heurtés, blessés, et ils ont des dommages, mais en plus, ils ont eu une victimisation secondaire, parce que depuis 2 ans, ils n'ont vraiment pas été traités comme on aurait dû les traiter. Ils ont été 2 fois victimes, c'est comme ça que vous le résumez. Merci Joël Milquet d'être venu nous expliquer tout cela aujourd'hui. Demain, autre invité avec Stéphanie Meyer cette fois-ci. Bonne journée, bonne soirée à tous.